Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet vraiment fascinant et qui est juste parfait pour une discussion en échange linguistique, comment la culture, au fond, façonne notre manière de communiquer bien au-delà des mots. Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble un concept culturel japonais qui est, tout à fait unique. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Imaginez une seconde que l'air, ce ne soit pas seulement ce qu'on respire. Imaginez qu'au Japon, ce soit une sorte de code social, un sixième sens qu'il est absolument crucial de maîtriser. Plutôt intriguant, non? Alors voilà, on est au cœur du problème. En physique, l'air, c'est un gaz. Simple. Mais au Japon, le mot kuki, qui veut dire air, désigne quelque chose de bien plus puissant. C'est l'atmosphère d'un lieu, les règles non dites, le ressenti général du groupe. On ne fait pas que le respirer, non, on doit le déchiffrer. Et cette compétence, elle a un nom, Kukyo-yomu. C'est vraiment tout un art de percevoir ce qui n'est pas dit. Par exemple, pendant une réunion de travail, même si personne ne dit non clairement, on peut sentir une atmosphère de désaccord. Et savoir capter ces signaux, c'est considéré comme une vraie preuve d'intelligence sociale. Mais alors, comment ça fonctionne, ce système? Ça a l'air presque télépathique. Pour comprendre, il faut se pencher un peu sur le cadre anthropologique qui explique tout ça. Le Japon, c'est l'un des exemples les plus connus de ce qu'on appelle une culture à contexte fort. C'est le contraire des cultures à contexte faible, où en général on dit les choses très clairement. Ici, une énorme partie du message est implicite. Il faut vraiment apprendre à lire entre les lignes. Et ce proverbe, il illustre cette idée à la perfection. Le but n'est pas seulement d'écouter les mots prononcés, mais de saisir tout ce qu'il y a derrière, les intentions, le contexte, l'histoire qu'on partage. C'est une communication beaucoup plus subtile. Ce chiffre, il est juste énorme. Imaginez, jusqu'à 90% du message peut passer par des signaux qui ne sont pas des mots, les expressions du visage, la gestuelle et même le silence. Et là, on touche à quelque chose de fondamental, le silence. Alors qu'en Occident, un silence peut vite devenir gênant, au Japon, c'est un véritable outil de communication. Il peut vouloir dire qu'on est d'accord, qu'on est perdu, ou même qu'on est en colère. C'est un moment où justement il faut lire l'air avec encore plus d'attention. Évidemment, ce système est génial pour maintenir une certaine harmonie sociale, mais il a aussi son revers. C'est un équilibre assez délicat entre la cohésion du groupe et la pression pour se conformer. D'ailleurs, il existe une expression en argot pour qualifier quelqu'un qui n'a pas ce talent, kuki pour kuki ga yomenai. Et se faire coller cette étiquette, c'est très mal vu. Ça veut dire qu'on manque de compétences sociales et ça peut vraiment porter préjudice. Le point essentiel, c'est qu'il y a une pression sociale très forte pour ne pas perturber l'harmonie du groupe, le fameux wa. Et ça, ça a un coût. Cette pression à la conformité, elle peut carrément étouffer les opinions individuelles. C'est là que les concepts de one, nos vrais sentiments, et tatemae, la façade qu'on montre en public, deviennent importants. Pour préserver l'harmonie, le wa, on va souvent privilégier le tatemae. C'est une des raisons qui explique pourquoi les réunions au Japon peuvent durer si longtemps. On cherche le consensus sans que personne n'ait à dire non de manière frontale. L'idée, c'est de ne pas faire de vagues. Comprendre toute cette dynamique, avec ses bons et ses mauvais côtés, c'est justement ce qui rend ce sujet passionnant. Alors, comment on peut aborder une chose pareille, si nuancée, pendant un échange linguistique? Voyons quelques outils pour lancer la conversation. Voilà quelques termes clés en anglais qui peuvent vraiment aider à décrire ces concepts. Par exemple, plutôt que de traduire littéralement « reading the air », l'expression « to read the room » est beaucoup plus naturelle. Ces mots, ils peuvent vraiment aider à structurer la discussion. Voilà une excellente première question à poser. Comment ça se passe? La communication, dans un cadre familial. Est-ce qu'il y a des choses qui ne se disent pas, mais que tout le monde comprend quand même? Et le silence alors? Est-ce que c'est un moment de malaise ou au contraire une pause bienvenue qui permet de réfléchir? La façon dont on perçoit le silence, c'est une fenêtre incroyable sur nos différences culturelles. Et pour finir, la question de fond. Où est-ce qu'on place le curseur entre le bien-être du groupe et l'expression de son individualité? C'est un débat universel, mais avec des réponses qui varient énormément d'une culture à l'autre. Allez, pour conclure, une petite pensée pour toutes celles et ceux qui apprennent une nouvelle langue et qui, en même temps, découvrent une toute nouvelle culture. C'est vrai que c'est facile de voir ces différences comme des obstacles, mais en réalité, ce sont des invitations. Chaque règle non écrite, chaque petite nuance culturelle est une chance de créer un lien plus profond avec les autres et finalement de mieux se comprendre soi-même. Et je vous laisse avec cette dernière question. Chaque culture a ses propres airs à lire. Et les partager, c'est l'une des plus belles choses dans l'apprentissage d'une langue. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.